Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de la Citadelle, le rendez-vous immanquable pour les Sensiens où le maître du jeu Antoine invite sa table à discuter entre potes de l'univers de Sens Exalogie. Dans de multiples podcasts aux thèmes les plus éclectiques possibles, il donne enfin la parole à ses joueurs. Alexandre alias Siegfried, Antoine aka Van Callan, ainsi qu'Aurel alias Jaka prennent les micros pour révéler au monde leurs incroyables aventures. N'oubliez pas que vous pouvez aussi participer au podcast et poser vos questions directement dans les commentaires ou sur le forum de la Citadelle. Nous essaierons d'y répondre dans un futur enregistrement. Bonne écoute les boudis! Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le podcast de la Citadelle et aujourd'hui je suis en présence d'Antoine. Un seul de mes joueurs est avec moi, Antoine. Bonjour, moi c'est Antoine, Voilà. le joueur. Pas du tout la même voix. Voilà. Mais on peut dire Van Callan parce que c'est aussi mon nom de joueur. Exact. Donc, est-ce que pour plus de facilité on peut pas faire Antoine le MJ et Van Callan au lieu de Ok, faire ça marche. Antoine le MJ, Antoine joueur. Ok, ça marche. On va faire comme ça. Et aujourd'hui je suis avec toi parce qu'on va parler, on va pas faire un solo, Non, c'est quoique bien dommage. j'aurais bien aimé, Mhm. mais on va parler de tes solos et de ce que tu as découvert dedans. Plein de choses, trop de choses. Je dors plus la nuit. Les solos, on en avait discuté, mais je sais plus combien on en avait fait. J'ai dû en faire 4 avec chacun. Ouais, je pense. 4. Je pense que c'est bien 4, c'est à peu près ça. Après, il y a eu des duos, des trios. Il y a eu des solos duos effectivement où on passait plus de temps ensemble. Mais après, je pense qu'il n'y en a jamais assez parce que c'est dans ces moments-là où nos personnages ont le temps de s'étoffer, psychologiquement j'entends, de découvrir un peu la dure réalité de la vie dans laquelle ils évoluent. Donc il y a une petite frustration parfois, on a envie de faire plein de solos. Et on peut pas. Ouais. Parce qu'il faut respecter Et oui, c'est vrai. la chronologie. Mais là, tu nous vends un petit peu du rêve, mais est-ce que tu peux raconter brièvement, en gros, l'orientation de tes solos, quoi. Au départ, c'était au pôle Sud. Au départ, au pôle Sud, assez enquête. Il faut reconnaître, enquête très classique, voire peut-être trop classique. Ouais. Puisque j'avais un badge d'immeuble et j'arrivais pas à en définir la provenance ni l'utilité. Ça, donc, c'était un solo un peu entre les scénarios du poète, donc de Wilfried. Ouais, c'était dans le cadre. Et c'est d'ailleurs, Ouais. voilà, chercher les indices de ça. Bon, sur le poète. on va pas trop s'étendre sur cela, je pense. Non, c'est pas mes préférés. Mais voilà, c'était Ouais. vraiment enquête. Après. Mais au début, c'est vrai que, bon, déjà, sur le solo, en soi, c'est pour ma part, c'était la première fois que j'en faisais. Pour toi aussi, j'imagine. Absolument. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, soit de MJ ou de joueurs. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui écoutent parce qu'il y a du spoil. On va divulgacher des choses. Ouais. Et mais en tout cas, c'est quelque chose à faire, le solo. Tu le conseilles? Ah, bah totalement. Parce qu'au-delà des personnages d'ailleurs, qui du coup peuvent prendre un petit peu de liberté par rapport à la vie de groupe, qui vont découvrir des choses par eux-mêmes, qui vont en profiter pour construire la psychologie de leur personnage, peu importe si c'est une mauvaise psychologie ou une bonne psychologie. C'est aussi du lien entre le joueur et le MJ. Ouais, ça c'est sur l'aspect méta. C'est vrai que Ouais, mais c'est hyper important aussi. ça crée une confiance, quoi. Bah voilà.
Surtout quand tu joues, alors je sais pas à quoi ressemblent les autres tables, mais si tu joues avec des joueurs que tu connais peu, ça peut être un moment, il faut le voir comme un moment convivial. Moi j'ai découvert qu'il y a des gens qui faisaient des JDR en Skype et je ne vois absolument pas le concept, l'intérêt. À part le côté pratique, on a que 3 heures, on joue vite fait, ok. Mais sinon, dans le jeu de rôle, il y a un côté social hyper prononcé. Et faire ça par Skype dans son canapé, mais ça me ferait chier. Je respecte, mais ça me ferait chier. Et donc, du oui, coup, le c'est que ton solo, avis. Hein. voilà. Sache qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec mais, toi. mais tant pis pour eux. Et tant pis pour moi. Mais on en reparlera. Il y a eu un sujet, c'est d'ailleurs, là on enregistre, on va pas divulguer quand est-ce qu'on enregistre. Sachez juste on va commencer Sens Mort tout à l'heure. Donc on enregistre ça avant la séance, la première séance de Sens Mort, la vraie. L'épreuve numéro 7. Là, tu te dis, mais quoi, 7 ? Mais on en a fait au moins 18. Oui, mais c'est dans le Parce livre. que nous, 7. on met longtemps à jouer. Donc, bref. Donc, non, mais le solo, voilà, ça peut être aussi un lien entre le joueur et le MJ. J'ai fait un solo avec une bière, et ça peut être sympa. Avec Alexandre, j'ai fait un solo sur Skype. Sache-le. On en Ah, reparlera. quand il était à Beauvais moi, j'étais en vacances surtout. Okay. Mais c'était prévu, voilà. Bon, c'était sympa, mais c'est vrai que c'est différent. Non, mais différent. chacun fait comme il le souhaite. Moi, je sais que c'est hors de question de m'en parler. Ouh. Ok. Je pense qu'on va commencer avec ton solo, ton rêve, non ? On peut commencer par là. On va parler de 2 solos en particulier, je pense. Ouais, Montparnasse et Sydney. Ouais. On peut faire ça. Et puis après, on enchaîne avec tes théories. Parce que déjà, pour les auditeurs, sachez que Van Callen, non, on va dire Antoine parce que c'est bizarre sinon. Antoine, c'est le joueur qui a lu le Val 1, le Val 2 et le Monde Logique. Les autres n'ont rien lu. Si Aurel, alias Aka Jaka, a lu le Val 1. Mais les autres ne sont pas encore lancés dans la lecture. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il faut que je pense à te le rendre en fait. À chaque fois, je l'oublie. Le Val 2 ? Le Val 1 les enfants oui, parce que j'ai 2 Val 1, j'ai 2 Val 2 et j'ai 2 mondes logiques. Comme ça, c'est plus facile. Ouais. Donc voilà, mais pense à le récupérer parce que ça doit faire un paquet de temps que je l'ai. Ouais. Donc on parle de. Fin de la parenthèse. On parle de Montparnasse. On parle de Montparnasse. Donc pour les auditeurs, Montparnasse, qui n'est pas du tout dans la base. Non, pas du tout au pôle Est-ce sud. que c'est mentionné ? Ça doit être mentionné dans une description de Paris, mais qui doit faire une page. Une page. Donc il est mentionné qu'il y a peut-être la tour Montparnasse. Voilà. Il me semble. Après, dans Sens Cosmo, bien sûr qu'on en parle, mais voilà. Mais tu verras. La phrase préférée du MJ. Tu verras. Quand on a trop de questions, tu verras. C'est hyper frustrant. Que dire de solo ? Je le raconte brièvement. Ouais, puis moi, si j'ai des trucs à rajouter, je coupe. Okay. Brièvement, enfin, oui, le pas scénario. dans les détails. Non, le scénario. Donc je me suis beaucoup inspiré, désolé, je me rappelle jamais des noms, mais de quelqu'un sur le forum, voilà, qui a balancé des idées sur ça. Et moi, je l'ai étoffé pour le connecter. On va raconter juste que ton solo, il se passe à un moment où Anouchka, une des bugs de l'équipe, sans vous prévenir, dans son solo à elle, que j'ai joué avec elle aussi en live dans un bar, décide de partir de la base du pôle sud sans prévenir personne. Enfin, elle pense que c'est officiel parce qu'elle part avec Maria Gridway. Elle part à Paris. Il me semble que c'est ça, ton solo intervient à peu près à ce moment-là. Tu sais pas encore qu'elle est partie. Avant. Moi, j'y vais pas du tout en sachant qu'Anouchka est dans les parages. Hein. Non, bien sûr, dans ton solo, t'es pas au courant. Mais moi, pour préciser, voilà, à ce moment-là, Anouchka s'est barrée et elle est à Paris. Donc c'est parce que ton solo va faire le lien après sur Paris aussi. Ah, avec l'estrade. Voilà. Effectivement. Ce que tu vas voir et découvrir peut-être, la tour Montparnasse, tout ça, ça va te donner envie d'aller un peu plus à Paris aussi. Donc voilà. Donc Anouchka est partie à Paris pour construire un hôpital. Ça, on en parlera dans un autre podcast. C'était un solo assez dingue aussi. Assez impressionnant, oui. Ouais. Où c'est à ce moment-là que tous les liens sont créés entre Anouchka et Maria. Je crois que ça s'est pas trop vu sur les forums. J'ai rien lu de tel, mais du coup, on a créé. C'est pas moi, c'est elle qui l'a créé. Hein. Mais il y a une relation homosexuelle, quoi, qui se développe.
avec Maria. Et Il y a eu une relation, on ne savait pas. Non, il n'y a pas eu de relation. Il y a des sentiments. Ça n'a pas été consommé. Ouais, il y a des sentiments. Ça aurait pu si elle était restée, parce que oui, Julia, la joueuse d'Anouchka, est partie du On nous groupe. a quittés. Mais ça aurait pu, je pense. C'était le bug lié à Maria, contrairement à vous. Jaka était un petit peu lié à Maria aussi, Oui. avec toute la vie Mais qu'il je a. comptais sur Anouchka pour développer le personnage de Maria. Bref, du coup, ton solo, toi tu sais pas du tout ce qui se passe avec Anouchka, mais comment ça commence alors ton solo ? T'es au pôle sud, il me semble, hein ? Attends. Ouais. C'est bon. Alors, le solo, très brièvement, dans son scénario, je suis dans mon lit, après une nuit de fête et de débauche, et Comme d'habitude. comme d'habitude, Van Callen aime le monde de la nuit, et voici que Classis apparaît dans ma chambre, comme ça, au milieu de la nuit, et d'un tour de passe-passe, me transporte dans les sous-sols de la tour Montparnasse en pyjama. J'étais en pyjama, il me transporte dans les fins fonds de la tour Montparnasse en mode un peu glauque. Alors comment ça a été joué, je me souviens plus, mais je crois que t'es au pieu avec ta copine. Oui. Voilà, et tu vas pisser, non ? Un truc comme ça, tu te Non, lèves non, la nuit ? Non, même pas. non, il débarque dans la chambre. Moi, Il débarque dans le noir dans la chambre et il te là. parle, il te dit faut que tu viennes. Ouais, c'est ça, viens avec moi, genre, hey, il Ah non, tapote non, l'épaule, c'est pas ça, c'est que voilà, on va préciser. J'ai aussi fait ce solo-là parce que t'étais un peu frustré, peut-être il y avait trop d'enquêtes sur les scénarios précédents. Et tu voulais de l'action. Tu m'avais dit je veux de l'action, je veux qu'il se passe des trucs. Parce que on sortait de la séance le poète, qui a été un peu laborieuse pour notre table. C'était pas notre mot préféré. Mais c'est vrai. Effectivement, j'avais besoin d'un peu plus. Et il y en a eu dans la tour de l'action, dans la tour Montparnasse. Et du coup, il y a Classis qui débarque et qui te dit tu veux l'aventure ? Là, c'est l'aventure. Ouais, exactement. Il dit l'aventure pour l'aventure. Allez, quoi. viens. Tu veux de l'action, c'est le moment. Voilà. Et toi, tu comprends pas. Et je crois qu'il te jette ma couette sur la gueule. Que je fais IRL. Exactement. Très impressionnant. Parce que je crois que j'ai éteint la lumière quand on fait le solo. On joue chez toi. On jouait un peu dans la pénombre. Ouais. Et je jette littéralement ta couette sur ma gueule. Tête. Et donc, le temps que je l'enlève IRL, et ben, je l'avais enlevé dans le jeu. Ouais. Sauf que dans le jeu, j'étais plus dans ma chambre, mais dans les caves de la tour Montparnasse. Donc, t'es téléporté en quelque sorte. Totalement téléporté dans la tour Montparnasse. Voilà. Et du coup, dans la tour Montparnasse, mais tu sais pas exactement où t'es quand ça fait sous-sol, ça fait cave, voilà. C'est humide, c'est sombre, il y a pas de fenêtre. C'est pierre, c'est voûté. Moi, tu comprends petit à petit que t'es en dessous, vous êtes en dessous du niveau de l'eau, parce qu'il y a un écoulement qui se crée au fur et à mesure des étages, enfin des marches, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe alors ? On est attaqué par des créatures un peu humanoïdes. Que je visualisais comme des bêtes qui n'avaient pas vu la lumière depuis des années. On parlait du film Descent. Exactement. Je les imaginais assez comme ça et elles nous attaquent, mais par paquet de 50. S'ensuit un combat épique qui m'a beaucoup plu. Avec Classis, c'est stylé, c'est que Classis combattait à mes côtés. Et au bout d'un moment, il se fait submerger même à un moment par les créatures. Ouais. Complètement, tu le vois plus. Il y a une quinzaine de créatures sur lui. Tu le vois plus. Et au moment où tu les défourailles et tu essayes d'extirper Classis, en fait, il est plus là. Il disparaît devant mes yeux. Ah, il disparaît. Il disparaît devant mes yeux. Et donc, je me retrouve tout seul avec toutes les créatures. Donc, une seule solution là. T'es blessé ? Je suis blessé. T'es en pyjama. Ouais, et j'ai quelques blessures mortelles. Enfin, j'ai mon armure. Non, pas. T'as ton armure ? Ouais. T'as ton pyjama en dessous, mais t'as ton armure. Voilà. Et j'ai des blessures mortelles. J'ai encaissé des blessures mortelles. Et des blessures graves. Voilà. L'armure n'a pas protège pas les blessures graves. Donc, je fuis dans les escaliers. Je remonte des escaliers qui étaient devant moi. 4 à 4. Jusqu'au moment où Classis réapparaît. Alors tu découvres avant dans les couloirs des gravures sur les murs. Ouais, des gravures. Il y a un système de pièges il y a des ossements, il y a des arêtes de poissons. Il y a des espèces de. Tu commences à comprendre que les créatures vivent là et sont organisées pour survivre, quoi. Exactement. Et il y a aussi une espèce de tuyaux qui descendent dans les couloirs principaux où on balance des restes de cadavres ou des restes de poissons ou des restes comme si on voulait les nourrir. Elle ou quelque chose que je n'aurais pas encore vu.
Et je pense qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas encore vu, parce qu'il y a des grandes traces de griffures sur les murs, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Et c'est pas les créatures qui n'ont pas des griffes suffisantes pour faire ces grosses griffures. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai pas encore eu l'occasion de retourner à la tour Montparnasse. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans les profondeurs de la tour Montparnasse. Voilà. Et donc tu disais Classis. Et donc voilà, tout ça, je le vois. Il faut s'imaginer, c'est pas Indiana Jones qui découvre un temple perdu. Je le vois en courant parce que il y a. Et oui, il y a toujours ces cris de bêtes. Voilà, qui me courent après. Elles sont nombreuses. Ça résonne. Ça fait un peu aussi attaque de gobelins dans les mines de la Moria. Mais tu sais pas que t'es dans la tour Montparnasse. Hein. Ah non, je sais pas du tout où je suis. Je sais pas du tout où je suis. Je suis dans une cave où ça part un peu dans tous les sens. Et donc je vois tout ça. C'est un grand bâtiment, quoi. Et donc je vois tout ça. Je vois les gravures sur les murs, des symboles avec des carrés avec munis de leur diagonale, d'autres cerclés avec des croix gammées, des notes de musique. C'est tout un foutoir. C'est vrai qu'il y a le délire croix gammée évolutive. Exactement. Il y a tout un foutoir. Il y a même des fresques qui racontent l'histoire d'un peuple ou de personnages. Mais pareil, pas prendre le temps de faire de l'archéologie. Parce que derrière, ça commence à pousser. Et donc je vois tout ça assez vite. Ce qui est dommage. En vrai, c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y aurait plein de choses à apprendre. Et à un moment, j'arrive à m'enfermer dans une salle à me poser, c'est un placard à souffler. balai, il me semble. Un vieux débarras. Peut-être. Un truc comme ça, un vieux placard. Une remise, quoi. Et à ce moment-là, Classis réapparaît. Ouais. Comme d'un claquement de doigts, pareil, comme à son habitude. Et sauf qu'il a à la main un sac en papier craft avec un gros M jaune dessus. Et donc le MJ me dit ça, je fais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il me dit écoute, je suis désolé, j'ai pris du temps, il y avait la queue là-haut, c'était chiant, tiens, bouffe ça. Et il s'excuse d'être arrivé en retard parce qu'il y avait la queue. Voilà. Et il me tend une petite boîte en carton jaune à l'intérieur de laquelle il y a un sandwich avec 2 tranches de pain et au milieu un steak et un carré de fromage. Quoi. Voilà, un cheeseburger. En fait, ce connard est allé au McDo. Mais au sens propre du terme. Et miraculeusement, quand je mange le cheese, mes blessures disparaissent. Ah Donc là, tu fais... Donc ça part complètement en cacahuète, ce solo. Voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et puis ça sort vraiment de nulle part. Et bien évidemment, avec Classis, je sais pas si des joueurs ont l'occasion de rencontrer Classis ou comment les autres MJ le jouent. Mais c'est pas le mec avec qui tu discutes rationnellement d'où est-ce que ça vient, pourquoi, machin. Oui, en général, on dirait qu'il est dans une strate au-dessus de toi. Ouais. Et puis il prend tout au second degré. Il bâche, machin. Voilà, c'est Classis, quoi. Mais j'adore aussi ce personnage pour ça. C'est un côté assez spécial que j'aime beaucoup. Il me dit on va pas passer la nuit ici, je résume. Donc on continue à s'aventurer dans ce méandre de couloir en remontant, effectivement. On tombe sur des salles très intéressantes à la lumière de ce qui a pu se passer et dans Vademecum et dans... alors Vademecum arrive après, on l'a joué bien après. Oui. Mais ça a résonné avec ton solo, voilà, mais maintenant que j'ai joué à Vademecum et qu'il y a eu la partie, mais avec les autres joueurs à Paris, quand on était dans une salle et qu'il y avait cette espèce de faux finger qui sortait de la cuve, voilà, tout ça résonne mieux, ce que j'ai pu voir. Et donc je vois dans des salles des cylindres de verre cassés pour la plupart, certains griffés de l'intérieur, comme si une chose humanoïde ou pas, mais voilà, avait été, je sais pas, je peux dire cultivé, avait grandi dedans ou avait été mis en culture dedans. Je peux rien dire. Bah non, tu peux rien dire, tu verras. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de textes. Il me semble, il y a un aspect... Il y a une cassette audio que je récupère. Exact, ouais. Que tu vas écouter après ton solo. Parce qu'on racontera après. Mais en tout cas, tu tombes sur une salle qui semble être une salle aussi de vie, où on dirait que des gens ont vécu là-dedans quand même. Ouais. Avec des symboles de... Il y a toujours des écritures. Il y a des uniformes de l'Omicron aussi. Voilà. Il y a un aspect culturel, c'est-à-dire tu vois des textes et il y a de la musique que tu écouteras dans la cassette après, mais on racontera plus tard. Donc cette salle, voilà. Au détour d'un couloir, tu tombes aussi, il me semble, sur des cadavres de résistants qui sont attachés
écartelé un peu, attaché en tout cas en croix, lacéré. Oui. Même tu reconnais un uniforme qui semble correspondre à l'uniforme de la résistance parisienne. Tu sais, cette petite vaguelette avec un triangle inversé. Absolument. Voilà. Donc des résistants ont réussi à rentrer. Voilà, c'est la bonne ambiance. C'était l'occasion aussi de faire un scénario, enfin, ça c'est un solo seulement, mais de faire un scénario un peu horrifique. C'était l'occasion de revenir un peu avec du Cthulhu, quoi. Ouais. Dans le sens oppressant, mystérieux. Ou Notre Tombeau. Ou Notre Tombeau, Voilà, pour ceux qui connaissent, pareil, Notre oppressant, c'est pas mal. Ouais. Donc effectivement, mais l'ambiance est chouette, et puis il y a toujours cette espèce le micro, t'entends plus. Pardon, voilà. L'ambiance est chouette, elle est bien rendue, puis il y a toujours cette espèce de pression, parce que pareil, c'est pas du tourisme, on prend pas le temps de s'arrêter dans les salles pour tout fouiller, tout regarder, tout noter, parce qu'il y a encore... C'est vrai que c'est sur les chapeaux de roue, je me souviens qu'il y a un rythme. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de courir, que le personnage est tout le temps en train de courir et de fuir, parce que de temps en temps on ferme des portes, on sent que ça les ralentit, mais elles passent par d'autres endroits, les bêtes. Oui, toujours les bêtes qui crient. Voilà, qui essayent de nous rattraper. À un moment, j'ai voulu prendre un couloir, mais il y a eu un grognement, genre, est-ce que c'était la grosse bête ? Je me suis dit, attends, déjà qu'il y a les petites qui me courent, je vais pas aller au-devant de la grosse, il y avait eu un truc comme ça. Il y avait un moment où en gros, tu te rends compte que là, t'es dans le mauvais couloir, derrière et devant, t'es encerclé, quoi. Et je crois que c'est Classis qui te dit par là et qui vous prenez en fait les escaliers, quoi. Ouais, comme s'il connaissait l'endroit. Voilà, en plus, il connaissait l'endroit. Donc on continue de monter, jusqu'à dépasser du coup ce qui nous semble être le niveau de l'eau, puisqu'il n'y a plus d'eau qui coule. Donc comme si on avait pris suffisamment de hauteur. Tu montes beaucoup d'étages. Ouais, on a bien monté. Hein. C'est plusieurs dizaines d'étages. Complètement. Et on continue de monter jusqu'à arriver à une porte scellée. Et c'est voilà la porte Oui. Est-ce que le combat, parce qu'il y a un quadrilla qui apparaît. Oui, j'avais oublié ce brave quadrilla. On s'est fait un petit tournoi de boxe. Ouais, qui était pas mal ce combat. À main nue. Ouais. Donc vous montez, et avant cette porte fermée, blindée, elle a même été fermée. Elle est scellée même. Elle est scellée, ouais. Ça a été complètement scellé. Et le quadrilla, quand on se croise, ça part un peu au début en combat de gueule. Donc il y a un quadrilla qui sort d'un mur, je sais plus comment ça se passe, mais qui doit mettre une patate à Classis qui est devant toi. Enfin, en tout cas, ça part en combat Classis qui est projeté, il me semble, des étages en dessous. Non, il casse l'escalier, il est projeté à plusieurs étages en dessous. Du coup, après, t'es seul face au quadrilla. Et grosse baston. À main nue. Ouais, et là c'était l'occasion de faire une baston au point, quoi. Je m'étais dit, vas-y, on est dans Rocky. Exactement. C'est vraiment un peu Snatch, genre les bastons de Roumains, quoi. Les bastons de ça balance gypsy. De l'hypercute, c'est machin, ça se comme on peut voir dans les films. Des bastons stylé. un peu sales, quoi. Ouais. Mais c'était assez stylé. Surtout que ça te détend. Très honnêtement, quand on a passé, alors IRL ou dans le jeu, quelques heures à fuir, à courir, à avoir un peu de poids sur les épaules, mettre des patates, ça détend. Non, mais en plus, le quadrilla, il te prend de haut, il me semble. Enfin, en gros, je crois qu'il a une lame. Il a une arme en foudre. En foudre. Mais il la rétracte quand il te voit. Sous-entendu. Et puis il te sourit, enfin tu vois, il est pas vénère. Il est vénère, mais il y a un petit côté méprisant. C'est pour ça que je dis ça part en combat de gueule, parce qu'effectivement lui, c'est l'occasion pour lui de. Et moi je lui fais ok d'accord, moi non plus j'ai pas besoin de mon arme pour te mettre une branlée. Et c'est grosse tatane. Voilà, c'est ce qui est bien avec moi en plus, c'est que ça marche assez facilement ce genre de petit défi idiot, genre vas-y combat sans arme. Ok d'accord, y a pas de souci. Bon. Et non, c'était vraiment sympa. Et il me semble qu'il te fait une petite technique de quadrilla que j'avais bien aimé où il fait disparaître l'air. Tu sais, il tape des points dans l'air. Il tape très vite des points devant moi pour mais faire dans le vide, quoi, devant, comme s'il tapait quelqu'un qui n'existait pas. Et ça fait aspiration et du coup, en fait, je me rapproche de lui. Il fait disparaître l'espace quoi, qui est devant lui. Et du coup, il te fait approcher très très vite de lui. Il fait disparaître l'espace qui est entre toi et lui. Ça, c'était assez stylé. Ouais. Mais c'était un combat assez violent. Hein. Je me souviens que c'était des grosses patates. ça casse des murs, ça casse des dents. Ça descend des étages, ça remonte, c'est n'importe quoi. Il y a un petit côté Dragon Ball. T'avais bien aimé là-dessus. Et je crois que tu remontes, je sais plus comment. Alors, est-ce que c'est Classis qui vient, qui prend part au combat,
Non, ou est-ce que c'est toi qui l'envoie balader, je crois je crois Non, que Classis, après, il intervient plus. Jusqu'à la fin, on racontera. Mais... Jusque sur le toit, il n'intervient pas dans le combat. Ça se tatane, et puis au bout d'un moment, je pense avoir gagné. Parce que, en fait, mais tu montes, du coup. Il y a ces bestioles en plus qui se rajoutent au combat. Il y a toujours les cris, elles arrivent dans l'escalier. Ouais. Il y a cette course-poursuite qui continue. Ouais, mais elles sont basses, c'est-à-dire que j'ai pas de visuel dessus. Mm-hmm. Voilà, donc du coup, tu comprends qu'il y a plusieurs protagonistes. Il y a les créatures, il y a le quadrilla. Je sais plus exactement comment réagit le quadrilla, mais il me semble que je suis pas sûr, que le quadrilla lui-même réagit à ces créatures. Enfin, il sent qu'il y a un danger, quoi. Ouais, il sent qu'il a pas envie d'y c'est être. pas ses créatures, quoi. C'est clairement pas lui, voilà. Le maître des créatures. Il est peut-être le maître du donjon, mais pas du tout. Tu cours. Après la fin du combat, je continue de monter. Tu montes. Il y a cette fameuse salle scellée là. Cette porte scellée. Porte scellée, ouais. Très grosse porte en fer scellée. Et... Bon, tu laisses tomber, hein, porte scellée, ok. Non, au contraire. Je la défonce. Ah, toi, tu parles du toit. Ouais, de la porte qui mène sur le toit. Il me semble qu'à un moment, tu arrives à il me semble qu'à un moment, je sais plus si elle est scellée ou quoi, mais il y a une grosse porte, quoi. Et c'est l'étage où il y a le clone de Finger. Non, ça c'était avant le combat. C'était avant le combat. Le combat avec le quadrilla, l'escalier que moi je visualisais limite comme un escalier à colimaçon, etc. C'est la fin. D'accord. C'est ce qui permet de sortir, et après la grosse porte scellée, c'est celle qui monte sur le toit, on en reparlera. Mais la salle avec les cylindres, les machins, les trucs, les bidules. Non, mais toi tu parles de la salle à vivre où tu trouves la cassette. Ouais, toi, tu parles de ça. Ça c'est avant, on est d'accord. Mais à un moment, tu es face à une porte où tu peux pas la franchir. Et vous allez y aller après, quand vous allez aller à Paris. Tu sais, c'est la fameuse scène où il y a le clone de Finger. Il me semble avoir fait référence à cet étage, en tout cas, où la porte est différente. Il semble qu'il y ait un étage qui soit différent. Pas habité, mais encore en activité. Ou alors en plus protégé. Voilà. Donc tu montes, porte scellée, qui a été scellée de l'intérieur, il me semble. Ouais. Donc voilà. Que j'ouvre. Tu défonces, quoi. Je défonce. Il y a un truc, genre, même si je dois me casser l'épaule, je la défonce parce qu'il y a les créatures qui arrivent, genre, elles sont plus qu'à 2 étages. Ouais. Je mets toute ma hargne, ma colère, tout ce qu'il faut. Mais je me blesse. J'encaisse des blessures en essayant de la défoncer. Mais je finis par la casser. Et t'arrives sur le toit de la tour Montparnasse. Et alors là, on respire, quoi. Alors, je dis pas que t'es sur le toit de la tour Montparnasse. Je te décris ce que tu vois. Déjà, il pleut, t'es en haut d'un bâtiment, il y a des lumières partout, c'est la nuit. Et alors, j'ai peut-être dit la Tour Eiffel, j'ai peut-être dit d'autres monuments. J'ai dit des monuments même européens. Tu te souviens, il y a un délire à Paris où tous les monuments européens ont été sauvegardés et amenés à Paris. En tout cas, oui, on comprend qu'on est à Ton Paris. micro. Oui, on comprend qu'on est à Paris. Voilà. Je parle pas de mon micro. On comprend qu'on est à Paris. Donc tu cours. Je sais plus ce que tu fais avec. Il me semble que tu refermes la porte comme tu peux. Oui, ce qui paraît très logique étant donné qu'il y a les bébêtes. Ouais. Voilà. Et là, tu te retournes sur le toit. Et je vois un mec avec une grande cape. Ouais. Qui a l'air de scruter Paris un peu. Ouais, qui est style un genou à terre, qui regarde dans des jumelles ou autre. En tout cas, il te regarde pas, il est de dos, quoi. Et après, il se retourne. Il me regarde. Toi, tu t'approches, il se retourne, ouais. Et il me dit, d'un air un peu mi-surpris, mais dédaigneux, mais c'est toi le conservateur ? Je fais quoi ? Ouais. Comme s'il était en attente de quelque chose. Voilà. Un peu déçu. Ouais, complètement. Et là, il y a Classis qui réapparaît derrière moi à ce moment-là et qui m'enroule de sa cape et qui fait ah non, il faut pas que tu vois ça maintenant, t'as rien à faire ici. Hop. Ouais. Je sais plus ce qu'il dit. Il dit c'est trop tôt pour toi, mon coco. Allez, dodo. Voilà, un truc comme ça. C'est ça, exactement. Un truc comme ça. Exactement. Sous-entendu, tu t'en vois trop, quoi. C'est pas pour tout de suite. Tu vas te divulgacher des choses. Voilà. Et du coup, je me retrouve au point de départ, c'est-à-dire dans mon lit. En pyjama, déchiré, sali. Donc, comme quoi, j'ai pas rêvé. Ce qui est important. Et il y a ta copine dans ton lit qui comprend pas. Qui est réveillée, du coup, qui comprend pas. Toi, tu le racontes, mais ok, t'es fou, quoi. Complètement. Et je retrouve une petite cassette que j'avais récupérée à un moment dans la salle de vie. Et alors, au milieu de la nuit, je sors.
Et je me au pôle sud, ouais, tu cherches un magnétophone. Exactement, c'est le milieu de la nuit et je vais dans le bazar local qui est fermé, mais je réveille le mec, j'insiste, je le sous-dois ou je le menace, il y a peut-être un mélange des deux pour qu'il me donne de quoi écouter ma cassette. C'est un air d'opéra. Ouais, je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est un air connu, classique, mais qui est chanté, non ? Oui. Il me semble que c'est chanté... Ouais. Comme donc, souvent dans l'opéra, mais... Non, c'est pas de l'opéra, c'est vraiment du classique, mais qui est chanté. Donc quelque chose qui doit être joué par un orchestre, sûrement. Je me souviens plus ce que j'avais mis, mais le but étant de te faire comprendre que... Alors, qu'est-ce que tu as compris, toi ? Je vais pas dire... il faut pas que je révèle des choses en direct. Tu vois. Ça serait drôle, ça serait bien. Sur le moment, pas grand-chose, en fait. Puisque la musique ne m'apprend rien. Parce que les paroles sont pas en français, je crois. Ouais. Ouais, c'est en allemand, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait LV2 espagnol. Donc, ne m'apprend pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je fais ? Au milieu de la nuit, toujours, je vais chez Soren. Ah oui. Pareil, je rentre Alors, je sais plus comment ça se passe, ça aussi, mais en gros, tu lui racontes, t'es pris pour un fou dans un premier temps. Il me semble. Puis très vite, parce qu'à l'époque, c'est il. À l'époque, c'est il. Il te croit. Il parce me croit que tu parce lui racontes qu'il y a Classis. Et donc, il sait de quoi Classis est tu la réveilles au milieu de la nuit. Hein. Elle est un peu vénère. Enfin, pas vénère, mais... Elle n'a pas envie de discuter 3 heures, ça c'est sûr. Elle n'a pas envie de discuter 3 heures. Et en fait, elle me dit que, grosso modo, que Classis, c'est un personnage étrange. Je fais, oui, d'accord, merci, j'avais bien vu. Qu'il a une vision des choses qui diffèrent de la sienne. Voilà, il a une vision globale, un peu de vue d'au-dessus. Et que donc, ses actions, même si elles sont parfois un petit peu fantasques, pour lui, il y a une cohérence dans le schéma et les objectifs qu'il a. Et je lui pose une question. Je crois que tu lui poses une question, elle te dit, il te dit. Je lui demande une seule question et je répondrai par oui ou par non. Et voilà, je lui dis est-ce que vous connaissez bien Classis ? Et il te dit oui. Voilà, merci. Va te coucher, Van Callan. Moi, je suis là. Voilà. Frustration. Et qu'est-ce que toi, Antoine, le joueur, t'as pensé de ça, de Montparnasse ? À l'aune de ce que tu as découvert avec Vademecum, qu'est-ce que j'en pense maintenant ? Quelle est ta théorie ? Quelle est ma théorie sur cette tour ? Alors, juste après Solo, vous allez aller à Paris. On précise pour les auditeurs. Vous allez donc découvrir l'estrade, découvrir le fameux quadrilla que tu as frité. Oui. Qui a une identité, il s'appelle Explosius. Et donc c'est le gardien de la tour, même dans les audios, les audios c'est méta, mais il est dit que Explosius c'est le gardien de la tour Montparnasse, qu'il en connaît tous les secrets. Mais là dans l'histoire, dans la campagne principale, il meurt comment ? Tué par l'Estrade. C'est l'Estrade, le bug de Paris. Ouais, le bug de Paris, l'assassine, quoi. Parce qu'il pense que c'est lui qui a tué sa copine. Parce que vous allez revenir à Tour Montparnasse, découvrir le clone de Filmfinger. Donc il y a tout un truc assez ancien qui a été mis en place ici, qui est très bizarre. Aussi, peut-être quelque chose qui n'existerait pas si les bugs n'étaient pas nés. Parce qu'il me semble qu'avant d'aller à la Tour Montparnasse, vous allez à Nouvelle-York et vous découvrez un laboratoire qui est en lien. C'est là où vous trouvez les coordonnées de la Tour Montparnasse, du laboratoire. Mais quand vous allez dans l'ombre monde, ce laboratoire n'existe pas. Et surtout qu'on trouve un carnet avec nos noms de joueurs, nos noms IRL dessus. Où ça ? Dans ce labo. Ah non, c'est dans le golem de la cellule. Ouais, ça c'est dans le golem, dans le scénario d'Akina. Non, alors ta théorie, pour finir ? Ma théorie sur la tour Montparnasse, très floue. Juste, effectivement, il y a un lien entre Vademecum et Sens qui pourrait être, on va dire... la tour Montparnasse pourrait être un laboratoire de la cellule. Je sais pas. Dans laquelle des expériences
indicibles et innommables ont, ont eu lieu. Pourquoi est-ce que ça a survécu au règne de Miphos et que ça n'a pas été rasé? Je ne sais pas, j'aurais pas plus d'explications. Pas de Miphos, de l'impératrice Ignos. Ignos. Pourquoi elle n'a pas rasé ça? Ouais. Si c'est une base secrète de la cellule, pourquoi est-ce que c'est encore debout? Pourquoi est-ce que il y a encore des gens qui y sont allés récemment, parce qu'il y a des cadavres de résistants, des cadavres de soldats de l'Omicron, qu'est-ce qu'ils y foutent? Pardon, Miphos a eu connaissance de ça puisqu'il y a foutu un quadrilla, donc qu'est-ce qu'il en retire lui? On a vu dans le solo parisien, dans la partie parisienne avec tous les autres bugs, que ça pouvait donner des créatures qui peuvent prendre l'apparence de gens pour peu qu'on ait eu, je sais pas, leur ADN. Voilà, avec un peu d'ADN de Flungfinger, on refait un méchant Flungfinger. C'était un Flungfinger jeune que vous avez contre qui vous avez dû vous battre. Donc, est-ce que finalement c'était pas le vrai Flungfinger? Il a pas eu toutes les expériences. Il a pas eu ses 500 ans de vie. Est-ce qu'au final il était pas comme ça avant? Brut, la version brute, primaire de Flungfinger. Bah, ou alors c'est ce que vous allez peut-être découvrir plus tard. Vous êtes en train de découvrir actuellement, comme on a fait plusieurs scénarios entre Sens Renaissance, Sens Mort, où il y a eu plein de cas où on voit que Flungfinger c'est un peu un mec qui essaye de noyer sa vraie personnalité. Enfin, il essaye de la cacher, de la nourrir pour pas qu'elle se révèle. Un peu, il y a un peu de ça. C'est pas un berserk, mais on voit que derrière il y a quelque chose qu'il a essayé d'apprivoiser peut-être, et que parfois il peut pas. Ah, c'est sûr qu'il y a un trauma chez Flungfinger. Déjà, on n'est pas la rune de mort quand on est parfaitement sain d'esprit. Enfin, sain d'esprit, je dis pas qu'il est fou, mais qu'il n'y a pas déjà une fracture en soi. Parce que quand il se libère, il est capable des pires horreurs, des pires massacres. Alors que bon, c'est pas fondamentalement quelqu'un qui veut génocider la moitié de la planète. Donc c'est que de temps en temps, il y a un basculement qui se fait mentalement et il se lâche. Ouais. Dans le passage à la Tour Montparnasse, mais le passage, comment on appelle ça d'habitude? Pas une épreuve, c'est pas une épreuve parce que moi je considère que les épreuves c'est ce qu'il y a dans le livre. Dans le livre, on te vend 6 fois 6 épreuves, tu vois. 6 livres, 6 épreuves par truc. Mais nous, on en a fait plein. Au final, on a rajouté plein de choses. On doit être à 18 déjà, rien que pour Sens Renaissance. Et donc, en tout cas, le passage en commun, quoi. Enfin, comment on appelle ça déjà? J'ai un trou. Quand je dis la séance commune, ouais, quoi, c'est ça, quand on joue tous ensemble. Quand on joue tous ensemble, on n'avait pas donné un nom. Bon, bref. Parce qu'on fait tellement de solos, de duos, de trios qu'il faut on s'y perd un peu. Il faut repréciser à chaque fois. Même pour vous, auditeurs, il va falloir qu'on fasse attention. Ouais. Le passage avec Flungfinger, je sais plus comment ça se passe, mais même il y a Soren qui arrive et qui découvre Flungfinger jeune. Enfin, il y a tout le monde découvre la situation en fait. Personne n'a l'air de savoir ce qui se passe vraiment. Même le quadrilla, Explosus. Bien sûr. Voilà. Donc il y a aussi un mystère sur ça. Qui a cloné entre guillemets Flungfinger? Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Si, bien sûr. Ça te rappelle quoi? Queen. Ah, Queen de Vademécum, oui. Queen de Vademécum. Qui est Queen de Vademécum? Est-ce que c'est la... Enfin, on a appris, du coup, non, dans les dernières parties de Vademécum. Parce qu'on n'a pas fini Vademécum encore. On est à l'épisode 3. Voilà. Il y en a 4. On sait que ce n'est pas la vraie sœur de King. Ouais. Physiquement, j'entends. Ça peut pas être son vrai corps, parce qu'il y a un problème de temps. D'âge, voilà. Mais malgré tout, elle lui ressemble comme si... il y a ses cuves... Donc il y a cette histoire de clonage, ces cuves. Il y a les mêmes cuves, exactement. Voilà. Cette tour Montparnasse, vous découvrez que c'était le siège de Crystal Life of Science. Crystal Life Science, voilà. Qui est dans Sens, qui existe encore. Donc voilà, beaucoup de mystères, pas encore résolus. Pas encore résolus, mais après, moi, ma théorie sur la fin de Vademécum, c'est qu'on peut pas gagner Vademécum, qui va forcément... Je rappelle qu'Antoine joue le personnage de King
dans Vademecum. Ouais. Pour les auditeurs, voilà. Donc t'en penses quoi, oui, qu'il y a quoi tu peux pas je pense gagner. qu'on peut pas gagner Vademecum. Genre, on peut pas. C'est pas 24 heures chrono où à la fin, au dernier moment, on arrive à empêcher la bombe nucléaire d'exploser. Non, je pense d'une certaine façon, il doit se passer quelque chose. Je dis pas que la Terre va être atomisée, mais il doit se passer quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'ère de la cellule, puis l'ère d'Ignos, puis etc., ça correspond à un changement qu'on va qualifier de politique, mais aussi de culturel sur la planète Terre. Ouais. Et pour que ça arrive, il faut un changement brutal. C'est pas un moment, une élection, les gens de toute la planète disent « Oui, votons pour la cellule ». Donc toi, tu penses que la fin de Vademecum, c'est la victoire de comment ça s'appelle ? La Dame Noire. Oui. L'armée noire. Absolument. Et surtout que Parce qu'on rappelle, dans Vademecum, le but, c'est... Est-ce qu'on spoil ou pas ? Ouais, on s'en fout. Wow. Ah, même les MJ qui ont joué à 100 sont peut-être pas joués à Vademecum, mais ils joueront peut-être en joueur, je sais pas. Non, mais tu n'es pas obligé de spoiler, tu peux juste expliquer quel est le but du jeu de la Dame Noire, résumer le ouais, mais scénario. ça, vous le découvrez au fur et à mesure, je crois, dans l'épisode 2. Vous découvrez qu'en fait, l'intérêt n'est pas d'atomiser l'Europe ou les États-Unis. Pour elle, l'intérêt, c'est de... à travers ses lieutenants, vous découvrez que le but est de... Dis-le, parce que j'ai peur, moi, de peut-être révéler un truc que toi, tu sais pas. Est-ce que tu as le souvenir ? On se rend compte qu'il y a la création d'un espèce de lien global entre ces différents lieutenants, entre elles, un peu comme un réseau de communication, mais qui se ferait par les corps de chacun, en récupérant à chaque fois tous les souvenirs. Mm-hmm. Bon, et que du coup, les pilules noires et blanches, puis les pilules blanches et rouges, sont autant un moyen d'espionner que de faire chanter, que du coup de prendre une espèce de contrôle. Donc j'ai bien fait de pas le dire. Je crois que j'aurais révélé un truc que vous n'avez pas encore découvert. Ok, ça marche. Voilà, peut-être. Rouler. Enfin bref, donc à mon avis, on peut pas gagner Vademecum, que la gamme... Intéressant comme la logique. Dame Noire, d'une certaine façon, en sortira vainqueur, je pense. Et que ça sera, du coup, une telle perturbation au niveau planétaire que ça sera le début, l'avènement de l'ère de la cellule, elle-même qui prendra fin par l'avènement d'Ignos, etc., etc. Et ça nous amènera dans les temps où Van Callen et compagnie jouent. Très bien. Voilà. Quelque chose à rajouter sur ce solo-là ? Sur le solo montparnassien, il était très sympathique. Très sympathique, ambiance glow qu'on avait joué avec des bougies aussi chez moi. Ouais, non, on avait mis. C'est ça, en fait, on s'était mis dans le noir. Ouais, avec des bougies. Donc retour un peu à nos anciens jeux de rôle. Parce qu'on a toujours joué à des jeux un peu glauques avant. Ça m'a fait, comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait du bien d'avoir une session un peu action. Ouais. Après des trucs poètes ou. Bon, voilà, c'était pas mes meilleures parties. J'ai adoré rejouer avec Classis, parce que du coup là j'ai joué avec Classis même. Mais après il y a eu beaucoup de frustration pour toi, je me souviens, parce qu'il a fallu raconter tout ça à tes petits collègues bugs et pendant longtemps, IRL plusieurs mois et dans le jeu plusieurs scénars. Est-ce que... Attends, il y avait déjà eu Graveur ? Ouais, il y avait déjà eu Graveur quand même. L'épreuve de Graveur était passée. Après il y a tout Paris, tout l'épisode parisien. Après, il y a Ozymandias qu'on a intégré, il y a Ozymandias, Londres, tout ça, Les Fragiles, Aqua City. Donc, il y a eu pas mal de choses après. Et tout ce temps-là, c'est vrai qu'avant que les gens commencent à t'écouter à propos de Classis, il a fallu... il a fallu du temps. Ouais. Ouais, il a fallu que les autres rencontrent Classis. Il le voit, voilà, parce qu'au début, il l'avait pas vu. Toutes les premières fois où moi je voyais Classis, c'est-à-dire la première fois on l'avait vu près du Golem. Ouais, mais eux étaient là. Les joueurs étaient là quand moi je parlais de Classis. Ouais, mais juste ils ont pas écouté en fait à ce moment-là, et que moi, et en fait tu l'as joué en mode. Ça a été très bizarre, ouais. Ok, vous l'avez pas vu. Plusieurs fois j'ai parlé de Classis, même une fois t'as fait un duo avec Aurel où il y a un assaut sur les sous-marins. Tu te souviens, une grosse baston de sous-marins de Sub-Zeris, une grosse baston incroyable au milieu de l'océan, et où il y a le fameux Classis, il fait pas du pédalo, mais c'était quoi ? Si je l'avais mis sur une barque avec des grosses enceintes et j'avais balancé la musique. Un monolithe. Il pêche un monolithe et il y a la musique de 2001 Odyssée de l'espace. Mais même ça, Aurel, tu vois, il s'est pas approprié l'info. Ah. C'était toi toujours le lien. Avec Classis. Ouais. Le lien entre Classis et eux, quoi. Ouais.
Mais en l'occurrence, du coup, c'est vrai qu'ils m'ont pas cru. Même dernièrement, tu vois, le solo d'Alex, j'ai intégré Classis, j'ai pas l'impression qu'il soit approprié le personnage, tu vois. Tu vois, toi, t'as un lien plus avec Classis où tu veux découvrir l'énigme Classis, quoi. Absolument. Les autres, bon, bah, ça leur passe au-dessus un petit peu. Il est perturbant parce que quand il parle, c'est pas toujours facile de le comprendre. Donc, oui, parce qu'il parle. On s'accroche, on fait les forces. 3ème degré plus méta, tout mélangé. Une fois, je me rappelle, on avait fait un solo duo avec toi et Alex. Et vous le rencontrez. C'est la session après. C'est un solo après Aqua City. Donc ça se passe à Aqua City, puis après vous partez en sous-marin dans le laboratoire là. Et vous rencontrez Classis. Et ça, c'était assez rigolo la fois où il vous parle. Et puis d'un coup, il dit bon, c'est bien sympa, mais moi je vais aller pisser dans la forêt. Et je me lève vraiment en live parce on jouait dans un bar sur une terrasse. Et je me lève et je vais pisser en vrai. Et je coupe court la conversation sans rien dire, quoi. Donc ça, c'était assez sympa. Et c'est souvent comme ça, quoi. Ouais. Je répète, faut s'accrocher avec Classis. Mais c'est ce qui fait aussi son charme, parce qu'au-delà des énigmes, c'est un personnage qui parfois arrive dans des circonstances un peu dramatiques. Et c'est drôle, en fait. La façon dont il arrive, la façon dont il nous fait jouer, la façon... Là, c'est assez marrant. Faut dire que j'aime bien le personnage, faut reconnaître, j'aime bien le personnage. Mais on fera un podcast sur Classis avec tout le monde, je pense. Ça peut être intéressant. Ça avec les théories. Faudrait que je relise mes notes. Donc pour le solo Montparnasse, c'est tout ? Non, très bonne ambiance, très bonne action. Moi j'ai adoré le faire jouer. Beaucoup de questions. Parce qu'il y avait vraiment un rythme, et puis je pense que c'est la première fois où il y avait vraiment... Non, il y avait les solos avec Aurel où c'était vraiment cool aussi, mais... Là, c'était vraiment où j'avais compris ce que c'était vraiment un solo, où tu pouvais balancer plein de miettes, tu vois, du gros gâteau. Tu pouvais t'amuser, laisser beaucoup de place à toi et à ton personnage. Je pense que c'est à partir de ce solo-là que je me suis intéressé à l'énigme du jeu, Sens. Ouais. Pas l'énigme dans le jeu qui était le poète ou pas le poète, machin. L'énigme du jeu Sens. Quand oui, l'énigme méta, quoi. Exactement. Quand Classic revient avec un sac McDo, ou qu'il y a ces apparitions, je suis dans mon lit, Toron Parnasse dans mon lit. Oui, parce qu'il maîtrise, on ne sait pas s'il maîtrise la temporalité, mais en tout cas il maîtrise l'espace. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé à Nouvelle-York après Graveur. Je sais plus pourquoi, après Graveur, qu'est-ce qui se passe après Graveur ? C'est au moment où vous tuez. Vous fermez la tornade avec Métatron et Météor qui vous aident à fermer la tornade dans les deux mondes en même temps. Où il y a une grosse explosion de dingue. Ça fait penser à plein de films. Enfin, un gros souffle de malade. Un gros blast énorme. Et c'est une des premières fois où Classis apparaît, je crois, devant tout le monde. Où il vous téléporte en dehors de la ville. Ouais. C'est sur une rive. Sur une rive à côté de la Nouvelle-York. C'était assez stylé cette scène. Où il plante son épée dans le sol, le cadran brille là, sur son pommeau et il vous téléporte tous. C'était assez cool. Ouais, absolument. Et je crois que toi, IRL, tout le monde l'a vécu, mais tout le monde était dans les vapes. Tout le monde était KO, sauf Alex, je crois, le personnage d'Alex. Peut-être. Mais tu vois, encore une fois, que c'est pas approprié l'info. Non. Ça, c'est marrant, ça aussi. On en reparlera dans le podcast sur Classis. Donc c'est à ce moment-là où l'énigme du jeu de Sens a commencé à me piquer et j'ai commencé à lire les bouquins, à me creuser un peu la cervelle de pourquoi ci, pourquoi ça, comment ça se fait. Oui, Classis qui est dans le Val, Classis qui est partout. Classis qui est partout, et puis même au bout d'un moment quand on se met à lire le Val, on se rend compte qu'il y a des points communs. On fera un podcast sur le Val. Entre le Val et le jeu, et surtout que le livre, le Val, est dans le jeu. Oui, on a oublié de le dire, mais... C'est-à-dire que Van Callan peut lire le Val, et Antoine Cardon aussi, sachant que dans l'un et l'autre, le livre est toujours signé Romaric Briand, il y a toujours les démons, etc., etc. Et donc on se rend compte qu'il y a des passerelles, qu'il y a des... Et là, le cerveau... Ça, pour les auditeurs, je pense pas qu'il l'ait fait, mais moi j'ai décidé de le faire comme ça, et je pense que c'est très bien, qu'il faut le faire comme ça. À part si vous avez envie de jouer que au Val, sans jouer à Sens, enfin... Parce que nous, finalement, tout le monde a lu le Val, à part Alex, quoi. Mais on joue pas au Val. C'est assez paradoxal. Ouais.
J'ai joué un petit peu avec Aurel. C'est vrai qu'on joue peu au Val, aussi parce que pour les auditeurs, moi je suis un gros joueur de jeux de société, donc je préfère sortir un jeu que jouer au Val, même si je comprends très bien. Moi aussi je suis un gros joueur de Magic à l'ancienne, donc je comprends très bien la mécanique du Val. C'est plein de potentiel, tout ça. Mais paradoxalement, le Val, moi j'adore le Val pour le background, quoi. Toute l'histoire qu'il y a autour. Ouais. Tout ce que ça rajoute. Moi, j'ai lu sans avoir 1, 2, 3. Toi, t'as jamais joué au Val. Mais j'ai dévoré le Val 1 et le Val 2. Que t'as lu 2 fois chacun, on va dire. Ouais, et puis j'ai pris des notes et je me suis posé des questions. C'est très bien écrit. Voilà. Enfin, moi, j'adore tout le. En fait, il y a la partie explication des règles. On fera un podcast dessus, non ? La partie mythologique. Là, on dérive. Oui, on dérive. Mais il y a effectivement moyen de faire un petit podcast dessus. On vous en reparlera. Bref, pour terminer sur Montparnasse, voilà, c'est le moment où je me suis quand même plongé dans le jeu. Au-delà d'être un simple joueur. C'est le déclic, tu penses ? Ouais, complètement. Ok. Complètement. C'était le solo où je me suis mis parce qu'avant. C'est là où tu as commencé tes notes. Ouais. Il me semble. Ouais. Vraiment. En plus. Après, on se voyait pour boire des verres et on parlait que de ça pendant des heures. Ouais. Très intéressant. Ouais. On aurait dû s'enregistrer à ce moment-là. Mais... ouais. Tant pis. Voilà, en tout cas pour le solo Montparnasse, une ambiance sombre, une partie action qui m'a beaucoup plu et des révélations qui m'ont plongé dans l'univers de Sens, autre que comme un simple joueur qui traverse les épreuves et qui va à la rencontre de Miphos. Voilà. Un solo révélation. Je rappelle que le solo n'est pas dans la base. Enfin, les solos de base ne sont pas dans la base. Il n'y a aucun solo qui est prévu. Il est conseillé d'en faire. Mais il n'y a pas de guide pour les solos. Mais faites ça. Moi, je conseille, faites-le. Là, la tour Montparnasse, le petit truc, c'est sympa. Absolument. Ça peut même en mode glauque, c'est l'occasion de faire un truc un peu glauque. Pas solo, ils peuvent le faire à plusieurs. Je sais pas combien. Ouais, à plusieurs, oui, c'est clair. Ça peut être une partie. Il faudra mettre plus de miettes, quoi. Ouais. Et plus de difficultés, parce que sinon ils peuvent se chauffer à taper les petits gobelins. Voilà. Est-ce qu'on fait comme on avait prévu ? Pour les auditeurs, on va faire un petit peu comme les podcasts des voix d'Altaride. Ça s'appelle comme ça, pour Antoine qui connaît pas. Où en fin de podcast, on va donner, on peut parler d'un truc que tu kiffes en ce moment, pas en ce moment, un truc que tu as kiffé. Ça permettra aussi aux auditeurs soit de découvrir quelque chose, soit de te découvrir toi et moi à la même occasion. Découvrons-nous. Si t'as rien en tête, je peux commencer. Non, je relis actuellement les Orwell. Ouais. La ferme des animaux et 1984. Ouais. Que j'avais déjà lu et que je relis. Pourquoi tu relis ça ? Parce l'occasion fait le larron, c'est-à-dire que je les ai trouvés dans une brocante, les deux pour. Tu les avais lus, mais tu les avais pas. Non, d'accord. Voilà. Et je les avais lus il y a très longtemps. Ouais, à l'école. D'ailleurs, j'avais pas lu La ferme des animaux, j'avais lu que 1984. Ouais, je me souviens, c'était au programme. On a dû les lire en troisième. Les deux étaient là et je me suis dit, mais attends, hop. Et en fait, La ferme des animaux, c'est très drôle, puisque c'est une métaphore du système stalinien dans une petite ferme dans la campagne anglaise, avec les cochons qui deviennent des commissaires politiques et qui mettent en coupe réglée la ferme en ayant d'abord chassé les humains qui deviennent un peu l'ennemi de l'extérieur, qui est un petit peu le prétexte à toutes les privations. C'est très drôle, c'est passionnant parce qu'il y a des réflexes politiques et psychologiques qui peuvent... alors on va pas faire de la dramaturgie, mais qui peuvent un peu s'appliquer à d'autres situations, comme aux États-Unis, comme au Brésil. On voit que les hommes qui veulent trop de pouvoir ont toujours les mêmes façons. Et George Orwell, pareil, moi je suis pas un complotiste qui dit qu'on est écouté et vu partout tout le temps, mais c'est vrai que voilà, il y a des mécanismes d'ennemis de l'intérieur, de boucs émissaires qui sont très intéressants. Et moi qui suis un passionné de politique de façon générale, relire ça de temps en temps, ça permet de voir d'un œil nouveau quelques dérives de la société. Je refuse de trouver dans le complotisme de on nous écoute, ils sont partout, ils sont dans l'allume-cigare, voilà. Mais relisez-les, voilà, ça fait du bien. Ouais. Surtout La ferme des animaux, c'est rigolo parfois, tellement c'est énorme. Mais quand vous connaissez un peu votre histoire soviétique, il y a des moments, c'est hyper bien vu. Ouais. Là, je te les prêterai. Non mais je l'ai. Hein.
Voilà, c'était mon petit partage du moment, parce que je suis en train de les relire. Rien de bien original. J'aurais peut-être des choses plus intéressantes à vous dire la prochaine fois, mais Voilà. je suis en train de les relire. Bon, moi, c'est bien moins intelligent que toi. Je pensais partir sur une série sur... comment elle s'appelle ? Je sais pas si tu connais. The Hunting of the Hill House. T'as de la chance que j'ai parlé des bouquins, parce que c'est exactement tu l'as vu ou pas ce dont je l'ai parlé. Il me reste les 2 derniers épisodes. Ah, bon, alors je vais parler de ça. Voilà, Okay, sans spoiler. Ne le cache pas. Alors, cette série The Hunting of Hill House, c'est en gros une série assez cool, qui est une série, donc c'est plutôt de l'épouvante, c'est pas de l'horreur, c'est pas horrifique, c'est plutôt sur l'ambiance. Il doit y avoir 2 jumpscares, dont un seul qui a marché sur moi, que t'as pas dû avoir encore. Il y en a un moment où il y a une boisson qui est bu. Voilà, bref. J'en dis pas plus. Si ça te dit rien, c'est que tu l'as pas vu. Moi, je pense à la voiture. La voiture, oui, donc 2. Voilà, 2. Voilà. Si, tu l'as pas vu la boisson ? La boisson. Bref, ça intéresse personne. Mais vous comprendrez. Et moi, j'ai adoré épisode 5. Pour moi, la fin de l'épisode 5 est ouf. Pas dans l'épisode 5. Bah, sans spoiler, c'est en gros la fin de l'arc de la jeune fille. C'est-à-dire, on comprend tout à propos de la jeune fille. Donc on va juste pour l'histoire, hein. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est sur 2 temporalités, une famille. Il y a beaucoup d'enfants au début, j'ai pas compris qu'il y avait 5 enfants. Je crois. J'ai mis 5 enfants, c'est incroyable. En fait, ça commence, c'est une famille qui, on va dire dans les années 60. Non, c'est années 90, début 90. Non. Si, par rapport aux objets, j'ai vu. Ils jouent à la console. C'est début 90, 2018, il se passe 26 ans exactement entre les deux. Ouais. Bon, ouais. C'est dit. Mais il s'installe dans une vieille maison. Une vieille maison, la Hill House. Voilà. Et le but de jeu des parents, en fait, c'est ça, la façon dont ils vivent, c'est qu'ils s'installent dans des vieilles maisons, ils les retapent, ils les vendent et ils passent à autre chose. Et ils s'installent dans la mauvaise maison parce qu'il se passe plein de trucs, des fantômes, des épouvantes. Ce qui est super cool, point positif, c'est que de faire, en gros, c'est les films The Conjuring, tout ça, en moins jumpscare, donc c'est cool. Parce que moi, je trouve ça abusé, le jumpscare. Enfin, on peut faire du jumpscare même dans sens néant pour les auditeurs, ceux qui connaissent. C'est facile. Hein. Je baisse la lumière, je mets le son à fond et je tape sur la table, tout le monde a peur. Bah, tu nous as fait du jumpscare, je sais plus à quel moment. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Le jumpscare, c'est très facile à faire. Ah, mais bien sûr, c'est facilité. Et puis, moi, je trouve que ça sort, que ça soit dans les films ou ce que tu veux. Oui, ça sort parce qu'après, tu as 1 minute où même toi, tu n'es plus dedans. Parce que tu dois t'en remettre. Et puis, du coup, tu vas penser au prochain, comment il va te faire peur, pourquoi. Voilà. Et après, il y a un aspect méta de la méta où tu es là en train de te dire, mais ils sont en train de baisser le son, donc tu n'es plus dedans en fait. Bref, là, il n'y a pas trop de jumpscare. Ce qui est hyper cool, c'est que c'est en 10 épisodes. C'est fini à la fin des 10 épisodes. Il y aura sûrement une saison 2, mais ils vont faire un truc anthologique comme avec American Horror Story où chaque saison, ou True Detective, chaque saison c'est une histoire différente. Et en 10 épisodes, t'as vachement le temps de t'attacher au personnage. C'est hyper cool parce qu'en général, dans les films d'horreur, on s'en fout des gens. On s'en fout complètement. Parce que de toute façon, il y en a un qui meurt dès le début, donc pourquoi lui faire une histoire ? Et puis ceux qui vont mourir à la fin, on t'apprend vite. Puis voilà, il aime le chocolat et c'est tout, quoi. Pour les plus longs, c'est 2 heures. Et puis voilà, enfin bref, on s'en fiche. Là, c'est très bien fait. Puis l'historique des personnages est hyper importante. Ouais. Les enfants jouent super bien dedans, je trouve. Géniaux, ils sont tous top. Mais tous les acteurs de la série, que ce soit les enfants, le père quand il est jeune, le père quand il est vieux, la mère du coup. Épisode 6, incroyable, où c'est 4 plans séquences. Ouais. Il y a un plan séquence de 16 minutes au début, ensuite 8 minutes, j'ai compté, le troisième fait 23 minutes et le dernier fait 6 minutes pour finir. C'est la scène de l'orage, on est d'accord ? Voilà, ouais. C'est incroyable. C'est très très beau, très très beau. Et ça rajoute beaucoup à l'ambiance, enfin, c'est exactement ce qu'il faut faire je pense. Pour cet épisode-là, c'était parfait. Quoi. Mais c'est une série assez esthétique. Hein, tous les plans sont beaux, les décors sont beaux, c'est des décors d'extérieur, c'est agréable d'y être, même si tu sais que y a des fantômes. Et donc, juste pour l'histoire que je vais résumer en 40 secondes, en gros, cette famille emménage dans les années 90 et on va suivre une autre temporalité. Cette même famille, 26 ans plus tard, qui est complètement détruite par quelque chose qui s'est passé au moment où ils étaient jeunes, il y a 26 ans. On voit que la mère est plus là. On comprend qu'elle est morte à l'époque. On comprend tout de suite qu'elle est morte. Et tout l'intérêt, ça va être de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, où on voit au tout début de l'épisode 1 qu'il s'est passé un truc un peu dingue. Qui a marqué tous les enfants d'une façon différente. Hein. Et l'aspect hyper important de cette série, c'est la folie. Où pour moi, il y a 2 lectures, on pourrait croire qu'ils sont fous. Ça match assez bien.
Jusqu'au dernier moment, l'intérêt de la série, c'est de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Non ? Absolument. C'est vraiment le fil conducteur. Et là, je spoil pas beaucoup, rien du tout, mais juste sur mon émotion. L'épisode, la fin est nulle. Ah. La fin est nulle. On finit dans du Disney, Tim Burton-esque. C'est ridicule, c'est nul. Ils ont pas joué le jeu. Il fallait m'appeler, les mecs, si vous voulez des idées pour les stories, parce que non, mais sérieux, les mecs, il fallait faire autre chose, quoi. La fin est nulle à chier, je trouve. Nul. Déception. Toute la série fait flop, quoi, pour moi, à cause de cet épisode. Pour l'instant, moi, j'en suis à l'épisode. Il me reste l'épisode 9 et 10, et pour l'instant, la série est géniale. Je suis totalement dans l'ambiance. Ah, mais moi aussi. Attends, je vais te dire mieux. Je l'ai regardé il y a 2 jours. J'ai regardé les 10 épisodes d'un coup. D'affilée. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, c'est très rare que je fasse ça. Se taper 10 épisodes de 45, 1 heure, parfois 1h10 pour certains, faut le faire. J'avais mal au dos tellement j'étais allongé. Mal au dos tellement je foutais rien. C'est clair. Mais non, c'est incroyable. Mais l'épisode à la fin, tu verras, déception. Pour ceux qui... Et c'est un peu copié sur American Horror Story, saison 1, sans spoiler, voilà. À force de dire sans spoiler. Non, parce que je spoil rien, mais tu verras, c'est petite déception. Mais regardez la série, très très bien. La musique, très bien aussi. Ouais, c'est pas le... Non, c'est pas le point fort. C'est pas le genre de musique que tu réécoutes après. Ça joue bien, il y a des mystères mystérieux. Voilà. C'est tout. Et ben oui. Je voulais parler d'autre chose avant, mais je le garde sous le bras. D'accord, sous le coude. Sous le coude, on dit. Pardon. Tu fais comme tu veux. J'ai un petit coude. Bon, et merci de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt, Antoine. À bientôt, Antoine. Allez, salut.